Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que le moral n'est pas trop mal. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. Vous savez qu'avant de commencer, je fais maintenant une petite speech de ce que j'ai appris, compris. Oui, je sais, c'est pas souvent que je comprends, mais là, ça parlait des USA. Et en fait, ils expliquaient que le génocide qu'ils ont fait sur les bisons, en fait, c'était pas une soif incontrôlée de tuer du bison. C'est-à-dire, il y avait, je sais pas, des millions de bisons, et à la fin, il en restait plus que 541, 60 millions, je crois, de bisons. Et en fait, ils les ont décimés pour soumettre, en fait, les Amérindiens. Parce qu'en fait, pour eux, le bison, c'était tout. Parce qu'avec leur peau, ils s'en servaient pour faire, des tentes, des habits, ok. Les cornes, ils s'en servaient pour faire des instruments, des peines, des flèches. La graisse, ils s'en servaient, pour manger, et la viande aussi. Voilà. Et les os, ils s'en servaient pour chasser, enfin bon. Et donc, en fait, le bison, c'était le truc, c'était le couteau suisse de l'Amérindien. Eh ben, ils les ont décimés pour ça, pour les soumettre, en fait. Putain, vous vous rendez compte, en vérité, les mecs. Et je regardais l'autre jour, donc vous savez, je regarde TLC, et en fait, je sais pas pourquoi, il y a plein d'émissions qui ont été tournées pendant le Covid, te montrent après le Covid, puisque du coup, il y a eu le confinement aussi. Eux, ils portent le masque, mais alors déjà, ils portent le masque qu'ils veulent. Alors, ils leur ont pas imposé un masque spécifique, comme chez nous. Et en plus, ils avaient le droit de se toucher, eux. Ils avaient le masque, ils se faisaient des câlins. Après, peut-être, ça dépend des États. Mais en tout cas, ils ont pas eu du tout le même traitement, on va dire, sur les... Nous, c'était vraiment, voilà, il fallait pas que ça... Alors, le pire qui m'a fait rire, c'est qu'à l'autre, il a dit, ouais, il faut manger debout et s'asseoir quand on mange. Et les Français, ils ont et après, vous osez dire que Marseille, c'est un cas social. Non, non, après, mais nous, ici, les gars, vous savez que nous, ici, on est peut-être la ville où on a eu le plus de faux passes. Ici, tout le monde avait des faux passes sanitaires. Ils avaient des faux certificats de vaccination. Je pense que les plus cas sociaux, c'est pas les Marseillais. Vous voyez? Voilà. Plutôt les Parisiens. Nostalgie, du Covid, voilà. Je sais que les Français, ils attendent de ça. Enfin, pas tous les pays avaient eu, malgré que ce soit les États-Unis, ils avaient quand même un peu plus de liberté que nous. Donc, du coup, international. Alors, international, nous avons un peu ce qui fait Trump en ce moment. Et après, j'ai un peu de l'Algérie, du Rwanda, de la Corée du Sud et l'Algérie, parce qu'en fait, je pense que en ce moment, ils sont contre l'Algérie pour une bonne raison. Vous savez que moi, je suis complophile. Donc, peut-être que il y a un lien de cause à effet. Mais écoutez, on va commencer par tout sauf les États-Unis. Comme ça, au moins, c'est vite fait. Et tout que j'ai pas compris. Non, dans le titre, là, je suis désolée, j'ai pas compris. Le Rwanda suspend l'aide au développement de la Belgique, accusé de prendre parti pour la RDC. J'ai pas compris. Fin janvier, alors que le M23 et les troupes rwandaises venaient de s'emparer de Goma, Bruxelles avait demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali. Jusque-là, ok. Le Rwanda a annoncé la suspension des programmes d'aide au développement belge dans le pays, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris fait et cause pour Kinshasa. C'est-à-dire qu'ils veulent plus des pépettes de la Belgique, c'est ça? Mais normalement, c'est pas le contraire. Normalement, quand tu veux faire des sanctions, c'est pas quand l'autre il paye et qu'il décide de plus payer. C'est pas quand tu reçois de l'aide et que tu comptes plus la recevoir. Enfin, que tu dis maintenant je la veux plus. C'est pour ça que j'ai pas compris. Alors, le ministère des Affaires étrangères rwandais a accusé la Belgique d'avoir mené une campagne agressive aux côtés de la RDC, d'accord, visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales. En conséquence, le Rwanda suspend le reste du programme d'aide bilatérale 2024-2029 avec la Belgique. J'ai pas compris. Alors attends. Oh là, mon truc de complophile. Vous allez me dire si j'ai peut-être pas raison. Donc, puisqu'ils menacent la Belgique de suspendre l'aide qu'ils reçoivent, du coup, c'est un peu bizarre, ça serait que peut-être ils envoient ou du monde à Belgique, de la main-d'œuvre, des citoyens, en échange de pépettes, ou peut-être que la Belgique, comme vous savez l'Angleterre là qui fait, ou Meloni qui voulait faire mettre les étrangers, les immigrés, les envoyer, les migrants, les envoyer par exemple au Cambodge, ou alors c'est parce que le Rwanda récupère des migrants belges et donc du coup il lui dit je veux plus de ton aide, donc c'est-à-dire tu gardes tes migrants. Mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Non, parce que là il dit aurait débouché sur des mesures relatives à la coopération que le Rwanda anticipe à présent. Et là, le mec, il dit le budget de ce programme bilatéral est de
120 millions d'euros. Site de l'agence belge de développement Enabel, pris acte de la décision du Rwanda, de son programme bilatéral. Alors attendez, mais on ne sait pas ce que c'est le programme bilatéral. L'exploitation et le commerce de minerais, dont le sous-sol de l'Est de la RDC est riche, utilisé dans les batteries et des équipements électroniques. Le Rwanda dément et affirme que sa sécurité est menacée par certains groupes armés. Ok. Au total, le Rwanda perçoit environ 1,3 milliard de dollars d'aide internationale, un revenu substantiel quand ses derniers budgets annuels avoisinaient les 4 milliards de dollars. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Je suis sûre et certaine que c'est un truc comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous aussi, il y a un truc de genre, c'est pas normal, alors c'est les minerais, ok, mais donc c'est pas une aide, enfin c'est pas une aide au développement, d'accord? Donc ça serait plutôt genre, tu viens plus prendre mes minerais, enfin je te vends plus mes minerais, alors. À la rigueur, tu me donnes plus de l'argent, mais si tu les vends, tu récoltes pas de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est pas une aide, tu vois ce que je veux te dire? Donc il doit y avoir un truc bien plus chelou que ceux qui veulent le dire. Donc on va partir sur du Donald Trump, des États-Unis. Donald Trump humilie le Premier ministre britannique en plein discours. Oh bah tu sais, Donald Trump là, il a des ailes, hein, je te le dis, hein, c'est pas Red Bull, mais il a des ailes. Hein. Un fossé qui n'existe pas, invité à la Maison Blanche. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a tenu à réaffirmer sa proximité avec Donald Trump. Lors de la conférence de presse qui a fait suite à la rencontre des deux hommes, un journaliste adressé à l'anglais, le roi a-t-il exprimé une quelconque inquiétude qui, des mots, face à l'apparente volonté du président de soustraire l'un de ses royaumes à son contrôle, qui est par cette mention du Canada, que le président américain a dit vouloir annexer. Keir Starmer a reproché aux journalistes de vouloir créer une dissension avec son camarade américain. Je pense que vous essayez de trouver un fossé entre nous qui n'existe pas, nous sommes les nations les plus proches. Eh ben, c'est peut-être pas sûr. Fait géographiquement, ça l'est pas. Oh, il m'a fait rire Zelensky quand il a dit vous êtes séparés, enfin entourés d'un bel océan. Comme je dis, t'es sur une île. Eh oui, non mais c'est sûr. Vous voyez comme quoi, hein, tous les deux. Hein. En effet, alors que le Premier ministre britannique a continué en expliquant avoir eu de très bonnes discussions aujourd'hui, Donald Trump l'a brutalement interrompu, mais nous n'avons pas discuté. Et là, il marque à commencer l'anglais. Donc, bon, il y a des soucis. Avant qu'un ça suffit, merci ne se fasse entendre de la part du président. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. J'ai pas compris. Ben là non plus, vous voyez, j'ai pas compris. Parce qu'ils disent, Britannique a continué à expliquer avoir eu de très bonnes discussions aujourd'hui. Donald Trump l'a brutalement interrompu, mais nous n'avons pas discuté, à commencer l'anglais. Avant que ça suffit, merci ne se fasse entendre de la part du président. Bon, j'ai rien compris. Ok, visiblement mécontent. Désarçonné, l'anglais s'est exécuté. Eh oui, voilà. Avant de donner la parole, putain, il a flippé 25 ans. Zelensky lui a dit, ouais, mais toi, genre qu'est-ce que tu connais, toi? Eh ouais. Il n'a pas eu d'autre manière de lui parler comment Emmanuel Macron reste proche de Donald Trump. Bah, c'est normal, il bande sur lui. Il aurait tellement aimé que ce soit son papa. C'est formidable la relation. Un proche de Donald Trump. C'est formidable la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump, mais ça serait bien si Emmanuel Macron l'appelait à 6 heures du matin à Washington et est-ce qu'il pourrait commencer ses appels téléphoniques par un compliment? Cette dernière partie semble essentielle. En effet, il analyse, il n'y a pas d'autre manière de parler à Donald Trump, il faut commencer par les compliments. Coucou, oui, c'est Manu. Oh, mon écoute, c'était pour te dire, oui, franchement, tu as une coupe de cheveux, elle est merveilleuse. Oh, mon Dieu, tu as une belle couleur de peau, Donald. Ah ouais, non, mais je te le dis, hein. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tiens, j'ai vu sur le film The Apprentice, là, je sais pas quoi, l'apprenti. Non, ça va, franchement, il est bien, hein. Le Monde, l'administration Trump veut réorienter une partie du budget du Pentagone pour financer ses priorités militaires. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a ordonné d'identifier 50 milliards, ah bah oui, quand tu as une date de 30 000 milliards, je vais te dire, 50 milliards de dollars de programmes qui pourraient être supprimés afin de rediriger les sommes économisées vers le financement des priorités du président Donald Trump. Il est en train de tout péter, le truc. Alors, selon le quotidien de la capitale, le ministre de la Défense avait exhorté ses équipes à se préparer à amputer le budget du Pentagone de 8%, soit des dizaines de milliards de dollars chaque année pendant 5 ans. Dans un communiqué, le Pentagone n'a pas directement démenti ces affirmations, mais a décrit une évaluation pour réorienter certains budgets vers les priorités de l'Amérique d'abord du président Trump pour la défense nationale. Ils sont choqués. Ah ouais, non, ils sont choqués. On va faire quelque chose pour notre pays. Ils étaient plus habitués. Bureaucratie excessive, décidément, à l'ère du numérique, c'est bizarre que la bureaucratie soit excessive, tu vois. Budget du Pentagone, 850 milliards. 17 secteurs exemptés. Opération à la frontière avec le Mexique, ah bah ouais, je doute. Ou la modernisation de l'arsenal nucléaire. Alors, plusieurs agences de l'armée
américaine dans le monde, dont le commandement pour la région Asie-Pacifique ou celui pour l'espace. En revanche, le commandement européen est absent de cette liste d'exemption. Le commandement militaire pour le Moyen-Orient, CENTCOM, ou celui pour l'Afrique n'y figure pas non plus. La mission attribuée par le président Trump au ministère de la Défense est claire, parvenir à la paix par la force. Notre budget sera doté de ressources nécessaires pour les forces combattantes, mettra fin aux dépenses de défense inutiles, rejettera la bureaucratie excessive. Depuis l'investiture, depuis l'investiture, c'est compliqué. Tu vois pourquoi finalement on a essayé de le tuer 2 fois. Ah oui, non. On va finir sur celui-là pour les États-Unis. Le monde, les États-Unis prennent des sanctions contre le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Le département américain du Trésor a annoncé avoir imposé des sanctions à Karim Khan en lien avec un décret présidentiel signé par Donald Trump qui accuse la CPI d'actions illégitimes et sans fondement ciblant l'Amérique et notre proche allié Israël. Je savais pas qu'on pouvait. D'accord, ils ont pas signé le papelar. Mais je savais pas qu'un État pouvait prendre des sanctions contre la Cour pénale internationale. Enfin, contre le procureur de la Cour internationale. En référence également à une enquête sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan. Ok, y a pas de souci. Il interdit l'entrée sur le sol américain au personnel de la CPI et à leurs familles, ainsi qu'à quiconque considéré comme ayant contribué à ces travaux d'enquête. Et il prévoit le gel de leurs avoirs détenus aux États-Unis. Ah ouais, non, c'est bien. Au cours du premier mandat de Donald Trump, la CPI, en particulier sa procureure d'alors, Fatou Bensouda, avait déjà été la cible de sanctions américaines, le fait par Joe Biden peu après son arrivée au pouvoir, en 2021. Ben, tu sais, Trump, il les aime pas trop les bougnous, là. Il aime bien les juifs, mais il aime pas trop les bougnous. Je sais que c'est goût, hein. Alors, donc, vite fait, avant de passer sur les brèves, qui sont brèves, voilà peut-être pourquoi, en ce moment, ça chauffe avec l'Algérie. Il faut un blocage sur l'Algérie. Le Monde, en Algérie, des élus redemandent des comptes à la France pour les essais nucléaires des années 1960. Vous connaissez toujours un complophile, n'est-ce pas? Donc là, c'est quand même le 14 février 2025. C'est pas un article que j'ai pris il y a 5 ans, quoi. C'est d'actualité, hein. Mais ils en parlent pas. Parmi les contentieux qui empoisonnent toujours les relations entre la France et l'Algérie, c'est l'un des plus difficiles à solder. Entre 1960 et 66, la France a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Non, et ça va, mais nous, on est bio, nous, hein. 4 explosions atmosphériques à Regan, de février 60 à avril 61, et 13 souterraines à In Eker, entre novembre 61 et février 66. Des crimes nucléaires, selon Ibrahim Bougali, président de la chambre basse du Parlement algérien, qui s'exprimait à l'occasion d'une journée d'études organisée par l'Assemblée populaire nationale pour le 65e anniversaire des premiers essais. Et ouais, non, parce qu'eux, ils ont pas oublié. Et ouais, non, eux, ils ont pas oublié, tu vois. Après, moi, j'ai bien qu'on critique les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, on s'en fout. Mais les trois quarts du temps, on a un passé avec eux, tu vois. Et des fois, le passé, il est pas top, tu vois. Donc avant de dire ouais c'est con de bougnoul, c'est con de bamboula, déjà regarde ce que toi tu as fait dans leur pays et après tu viendras te plaindre qu'ils grattent la CAF dans ton pays. Tu vois ce que je veux te dire, voilà. N'ont pas ménagé leurs critiques contre Paris, d'une part sur le nettoyage des sites et l'enfouissement des déchets, d'autre part sur l'indemnisation des victimes. La France a la responsabilité de nettoyer les zones contaminées par les radiations. Putain, déjà nous n'arrivons pas à s'en sortir avec nos toyos, avec l'eau qui est toute contaminée. Alors tu vois un peu toi avec ton désert, ton sable et ta contamination, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les zones contaminées par les radiations et les déchets nucléaires et de remettre à l'Algérie les archives complètes des sites d'essai afin que nos experts puissent évaluer les dégâts et prendre les mesures appropriées à leur égard. Et ouais. Compensation symbolique, 1 euro. Ouais, non, ils ont dû lui proposer. Ah ouais, c'était Sarkozy. Il a dû lui proposer 1 euro. En 2014, un nouveau groupe de travail a vu le jour en application de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie. Ah ouais, non, on l'a vu, ouais. Signé le 19 décembre 2012. François Hollande. Les relations entre Alger et Paris auraient grandement besoin d'être décontaminées et le dossier des essais nucléaires pourrait en être l'amorce, car leurs effets sur le terrain sont réels, on a besoin d'un traitement qui n'a que trop tardé. Cela permettrait en outre de donner une compensation symbolique à l'Algérie face au déséquilibre induit par la reconnaissance de la maroquinité du Sahara occidental. Un qu'on fait de la merde. 30 000 Algériens malades. Maladie, malformation congénitale. Le climat est délétère, non, tu crois? Bon ben voilà, donc je me doute que... Non, il fait 500 mètres, hein, l'article. Oui, ça va, je suis marseillaise. Je me doute que c'est aussi pour ça qu'en ce moment c'est tendu entre la France et l'Algérie. Parce qu'ils ne nous disent pas tout, vous croyez que quoi? Vous croyez qu'ils nous disent tout, ils nous disent pas tout, hein? Et on passe aux brèves. Le
Parisien. L'UE nous a très maltraités. Donald Trump prévient qu'il imposera des droits de douane aux produits européens. Non, c'est bien, alors qu'il est sur le point d'infliger 25% de taxes sur les produits canadiens et mexicains. Ouais, il vient au Canada, je sais pas pourquoi, mais il aime pas. Hein. Et 10% sur les produits chinois. En compte, ils sont plus taxés les Canadiens que les Chinois. Imposera des droits de douane sur les produits européens à l'avenir. Ça va faire au bobo. France-TV-Info.fr. Le Conseil de la Nation algérienne suspend ses relations avec le Sénat français après une visite de Gérard Larcher au Sahara occidental. Non, je t'ai dit, ils doivent le faire exprès. Selon le Conseil de la Nation, le voyage du président du Sénat est un acte inacceptable qui méprise la légitimité internationale et s'oppose aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça va. Pas exagérer quand même. Ah, c'est pas grave. France-TV-Info.fr. Oui, non, parce que le géant pétrolier britannique BP abandonne ses objectifs de neutralité carbone et remet plein gaz sur les hydrocarbures. J'adore. Le groupe compte réduire de 5 milliards de dollars par an ses investissements dans ses projets de transition écologique. Eh ouais. Enfin, en tout cas, je vois qu'elles sont bien passées les ZFE. Alors, c'est où ils contrôlent pas, ou alors les Français, ça va, ils sont mis au pli, comme d'habitude. France-TV-Info.fr. Ah ben, décidément, hein. Guerre en Ukraine, critiquée par Donald Trump, Volodymyr Zelensky répond que le président américain vit dans un espace de désinformation. Oui, non, juste le président américain. Mon Dieu. Le mec, il est avec Musk, qui a les satellites d'information à la vitesse de la lumière. Et le mec, il vit dans un monde de désinformation. Non, c'est toi, tu vis dans un autre monde, mon chéri. Oui, non, toi, vraiment, tu vis dans un autre monde. Alors là, rigolo. Ah ouais, non, rigolo. Les Échos, malgré les sanctions, la Russie affiche une nouvelle année de croissance spectaculaire. Le Kremlin se vante d'une hausse du PIB de 4% l'an dernier en dépit des sanctions. De quoi continuer à financer son effort de guerre, estiment certains experts. Ça comptait les 300 milliards que tu lui as pompés. Ah ouais, non, ça comptait les 300 milliards que tu lui as pompés. Fait de sadisme maintenant, du coup. Les sanctions? Quelles sanctions? Bon, tu veux pas, on échange un peu? Non, parce que j'en ai marre de vivre en France. Eh ouais, on peut pas changer. Tu vis un peu ici, et nous, on te file Macron, et le peuple russe, il se démerde avec Macron, putain. Secret défense, quoi qu'il serait capable, les Français, d'aller le chercher là-bas aussi pour le ramener. Ah ouais, non mais, contrat record de 1,39 milliard d'euros pour des tests de missiles hypersoniques. Les États-Unis accélèrent pour ne pas se laisser distancer par la Chine et la Russie. Ah ouais, non, il serait temps. Kratos décroche un contre... Kratos, ça me rappelle... Ah putain, c'est quoi le jeu? Une entreprise spécialisée dans les technologies de défense. Pour la sécurité nationale, le Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed Match TB 2.0. Voilà, on continue. Le Figaro, le vice-président de la Fed chargé de la régulation bancaire démissionne. C'est pas pour qui il a été remplacé. Eh ouais, et l'environnement actuel n'était plus propice à la réalisation de sa mission. Eh ouais, c'est sûr. Eh oui, qui n'est pas celle de Trump, ça c'est clair. Non, c'est bien, tout le monde qui se barre, qui se casse. Ben voilà, on a fini pour les brèves, qui ont été brèves, hein, vous avez remarqué. Et on passe à la vidéo finale, super intéressante. Alors, figurez-vous que j'ai regardé RMC Mystère, je crois. Une émission, c'est Vue du ciel, vous savez. Donc, ils cliquent sur des images, enfin, sur une partie de la Terre, et ils disent, ouais, qu'est-ce que c'est pas, c'est bizarre, machin, et des images satellites, ils sont pleins d'experts aussi, enfin bon. Et à un moment donné, donc, je regardais ça, et je vois qu'ils parlent d'un site touristique qui a été construit, alors, c'était en Éthiopie. Et en fait, ça a été construit par le Mossad. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire? Et donc, j'ai fait des recherches. Ouais, ça m'arrive. Et j'ai fait des recherches et en fait, j'ai vu qu'ils avaient même fait un film. Ça s'appelle Opération Brother. C'est la véritable histoire du spectaculaire sauvetage des Juifs éthiopiens par le Mossad. Et en fait, ils sont allés récupérer, parce que vous savez que, il y a une partie des Éthiopiens qui étaient juifs. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et, enfin, oui, on sait pas, enfin, ils nous expliquent pourquoi, mais je veux dire, bon, à la base, je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, eux, ils voulaient faire la ralia, là, je sais pas quoi, là, qui repartent tous dans leur pays. Donc, ils ont dit, on va récupérer les Éthiopiens. Mais comme c'est des gens qui sont très communautaires, donc ils les ont jamais acceptés, ces gens, parce que c'est des Noirs. Donc, pour eux, c'est interdit, même qu'ils soient juifs, c'est interdit que, même que la religion, c'est la même, c'est interdit qu'ils se marient entre eux, qu'ils fassent une vie entre eux, enfin, je veux dire, bon, voilà. Et donc, ce qui fait qu'ils les ont mis de côté, en fait, ils sont partis de leur pays, mais ils vivent la misère là-bas, en Israël. Et donc, ils disaient qu'ils avaient construit, alors attendez, niché sur les rives de la mer Rouge, au Soudan, Arous est un endroit paradisiaque, mais cette destination idyllique fut aussi la base stratégique d'une poignée d'agents du Mossad chargés d'une mission impossible. Donc ça, c'est Jiu
newpop.com. Donc je suis allée à la source. Arous, sur la mer Rouge, un endroit hors du commun, annonce le dépliant sur papier glacé du Red Sea Diving Resort, village de vacances du désert soudanais dédié à la plongée. Ah oui, c'est au Soudan. C'est pas ça que j'ai dit? Ah non, j'avais dit en Éthiopie. C'est au Soudan qu'ils ont fait la base. La plaquette du lieu vante des eaux parmi les plus limpides du monde, tandis qu'à la nuit tombée, alors que les couleurs des paysages s'estompent, on contemple une vue à couper le souffle sur un ciel embrasé de millions d'étoiles. La plaquette fut imprimée à des milliers d'exemplaires et envoyée à toutes les agences de voyage d'Europe spécialisées dans les sites de plongée. Alors, une fois arrivé dans l'oasis, tout était prévu pour y passer des vacances de rêve, etc. L'Office du tourisme soudanais s'en réjouissait. Il avait loué le site à des personnes se présentant comme des investisseurs européens dont l'initiative allait permettre au Soudan d'accueillir des touristes étrangers. La seule chose que ne pouvaient imaginer les autorités soudanaises, et encore moins les touristes, se rendant au machin, c'est que tout cela était bidon. Le village de vacances était juste une couverture, créée et gérée pendant 4 années par des agents du Mossad pour couvrir une incroyable mission humanitaire. Ah ouais, non mais j'aime bien. Exfiltrer des milliers de juifs éthiopiens bloqués dans des camps de réfugiés au Soudan. Ok, on est bon. Et les évacuer vers Israël. Au début des années 80, le Soudan est l'un des pays arabes ennemis d'Israël et l'opération doit être réalisée dans le secret absolu. Hormis les décideurs du Mossad, les membres du gouvernement et les agents impliqués, personne n'est au courant. Les agents ont l'interdiction d'en parler avec leur famille. Les Juifs éthiopiens appartiennent à une communauté dénommée Beta Israël, la maison ou famille d'Israël, dont les origines restent obscures. Oui, donc j'avais raison. 2 principaux récits, relatent leur origine, donc ils descendraient d'accompagnateurs du prince Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, l'Arche d'Alliance, Éthiopie, 10e siècle avant J.C. L'autre, c'est descendant de la tribu de Dan, et ça, je vous avais dit que dans une vidéo que j'avais vue sur l'Antéchrist, normalement, l'Antéchrist serait un descendant de la tribu de Dan. Eh ben voilà, elle est là, ma tribu de Dan. L'une des 10 tribus perdues, déportées par les Assyriens en 722 avant J.C. En Israël, ce récit domine officiellement. Donc ils auraient pu dire, tiens, vous voyez, il y a d'autres juifs, mais bon, le problème c'est qu'ils sont noirs. Donc ils aiment pas trop les noirs. Tant peut-être qu'en vérité, les premiers juifs, ils étaient noirs. Oh putain, ça serait encore un truc. Ah ben écoute, la lune, elle a bien une mère. Hein, elle avait bien une mère sur sa face cachée. Persuadé qu'ils étaient les derniers juifs de la planète. Ouais, je te dis, les juifs, c'est des blacks en vérité. Donc, il y en a un Férédé à Cloum qui réussit à envoyer des courriers à des organismes d'aide aux réfugiés. L'un d'eux parvient au Mossad. Donc c'est ce Férédé qui incite la communauté juive éthiopienne à le rejoindre au Soudan, étape vers Jérusalem, un rêve vieux de 2700 ans, mais putain. 80 à 96, ce sont près de 14 000 Beta Israël qui prirent le risque d'une traversée périlleuse dans le désert, parcourant à pied 800 km dans des conditions dramatiques. 1500 juifs éthiopiens périssent alors. Ah, mais c'est magnifique. Certains assassinés lors de la traversée du désert, d'autres morts dans de sordides camps de réfugiés de Gédaref et Kassala, ou encore kidnappés. Les gens leur ont dit il faut se casser, ils sont partis comme ça. Et je veux dire, il y avait personne pour les guider. Et je veux dire, c'était pas protégé. Il n'y a officiellement aucun juif au Soudan, pays majoritairement musulman. Les réfugiés arrivés dans le pays cachent leur religion pour ne pas être arrêtés par la police secrète soudanaise. Très rapidement, Dani Ferrer II organise des exfiltrations à petite échelle via l'aéroport de Khartoum, d'où embarquent quelques réfugiés à destination de l'Europe, munis de faux papiers, pour arriver finalement en Israël. Ah d'accord, les mecs lui disaient on va t'amener en Europe et en vérité ils foutent en Israël, d'accord, ok. Mais avec l'arrivée massive dans les camps du Soudan de juifs éthiopiens, cette voie n'est plus envisageable. Si nous pouvions les évacuer du Soudan par la mer Rouge avec un navire, alors nous pourrions le faire à une plus grande échelle. Ouais, non, je sais, c'est un peu long, hein. Ouais, non, je sais, c'est un peu long, mais on va y arriver. Non, parce qu'il faut quand même savoir l'historique, quoi. Les agents tombent à la fin de l'année 80 sur le site d'Arous et son hôtel abandonné environ 70 km au nord du Port Soudan. Voilà, bâti en 74 par des entrepreneurs italiens, le village de vacances était composé de 15 bungalows, d'une cuisine et d'une grande salle à manger donnant sur la plage, le tout face à un superbe lagon. La négociation aboutit, le Ridin est loué au Mossad pour 250 000 $, à l'époque l'équivalent de 1,2 million d'euros. Vous vous rendez compte? Et la première planche à voile vue au Soudan. Le tout passé en contrebande par le pays. Le bâtiment où sont stockés les équipements de plongée est équipé de matériel radio permettant aux agents de garder le contact avec le quartier général du Mossad à Tel Aviv.
Tandis qu'une partie des agents s'occupe des vacanciers, la nuit tombée, une équipe réduite sera à 900 km d'Arous, à proximité du camp de réfugiés de Gedaref, d'où ils exfiltrent des groupes de juifs éthiopiens avec l'aide de Beta Israël recrutés pour l'opération. Non, c'est bien. Donc là, un convoi de camions les attendait, chaque camion transportant une dizaine de réfugiés désemparés pour un voyage de 2 jours, roulant uniquement de nuit, se cachaient la journée dans des oueds. Alors quand ils arrivaient au village de vacances, là, les Éthiopiens, en fait, ils croyaient que les Éthiopiens, putain, c'est dur à dire. Et en fait, ils croyaient qu'ils étaient arrivés en Israël. Donc ils descendaient, ils embrassaient la terre et tout, et les agents du Mossad, ils le regardaient genre, non mais c'est pas la chérie. C'est après, il faut traverser la mer encore. Ouais, non, tu peux pas arriver. Une fois arrivés sur la plage d'Arous, des commandos de marine israélienne débarqués en Zodiac venaient les recueillir et les transporter à bord de l'INS Bat Galim, un navire israélien amarré au-delà des barrières coralliennes pour les amener en Israël. Mais les mecs, ils savaient pas où ils allaient. Ils étaient, vous voyez, on leur a dit, ouais, viens, on va te ramener à Israël. Donc, ils ont pris leur baluchon, ils sont partis. Et après, ils se retrouvent dans le désert, ils se retrouvent sur une barque, ils se retrouvent à bon, ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés alors qu'ils sont pas là. Nous savions que si l'un d'entre nous était découvert, nous finirions tous pendus à des potences sur la place principale de Khartoum. Cela a failli arriver en mars 82 lors de la 3e opération d'exfiltration quand les soldats soudanais repèrent des mouvements suspects sur les plages d'Arous et qu'un des leurs ouvrit le feu. Les réfugiés étaient alors déjà dans les Zodiacs et les commandos israéliens réussirent à quitter rapidement les lieux sans dommage. Après cet incident, le Mossad décida d'annuler les évacuations par la mer, jugé trop risqué et élabora une nouvelle stratégie. Les agents furent chargés de trouver une possible piste d'atterrissage dans le désert pour un avion cargo Hercule C-130. Les réfugiés seraient évacués clandestinement par les airs. Et pendant ce temps, ils continuaient comme si le village, c'était toujours un village de vacances. Parmi la clientèle qui séjournait alors au Red Sea Diving Resort, on trouvait des membres de l'armée égyptienne, un groupe de commandos britanniques, des SAS, plusieurs diplomates basés à Khartoum, des officiels soudanais, dont évidemment aucun ne se doutait de l'identité de leur hôte. Eh ben oui! L'opération d'infiltration aéroportée se mettait en place. L'armée de l'air israélienne localisait un terrain d'aviation abandonné proche de la côte, utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale par la RAF. En mai 82, le premier Hercule, avec à son bord des commandos israéliens, effectue un atterrissage nocturne. La plupart des juifs éthiopiens n'avaient jamais vu de camion de leur vie. Alors vous imaginez le choc qu'ils éprouvèrent à la vue de ces commandos équipés pour la vision nocturne des genres d'aliens, émettant des rayons verts, les guidant vers un énorme avion cargo dans lequel ils étaient effrayés de monter. Non mais ça va. Non, c'est pas de la déportation, non, pas du tout. Après 2 exfiltrations aéroportées, le Mossad découvre que les autorités soudanaises ont eu vent de l'opération et préparent une embuscade. Fin 84, la famille sévit au Soudan, le Mossad décide d'accélérer le tempo. Ouais, non mais tant qu'à faire, il vaut mieux tous les enlever, quoi, tu vois. Le Mossad continuera d'exploiter le Red Sea Diving Resort comme couverture. Durant 6 années qui suivirent, d'autres opérations d'exfiltration se déroulèrent, permettant à près de 18 000 Beta Israël déjà rien que de les appeler comme ça, déjà c'est pénible. Beta Israël de démarrer une nouvelle vie en Israël. Vas-y, moi j'aimerais bien savoir leur vie en fait. Non, parce que je la sais leur vie. Ouais, je sais. Une fois, j'avais lu un article, franchement, ils étaient pas super heureux, tu vois, voilà. Ils étaient super maltraités, quoi. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo sur International. Je vais essayer de voir si je trouve un peu des petites images ou vidéos pour illustrer un peu, parce que ça a été long quand même, la vidéo finale. D'ici ma prochaine vidéo science, en espérant encore trouver des trucs sur la Lune, super intéressant. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.